Radio Pirate Live de ce vendredi avec Yann Sénéchal. Yann. Les gens qui vont dans la rue, parce que c'est une journée qui risque de brasser un peu, les gens qui vont dans la rue, c'est les mêmes qui vont pour les woke, les LGBTQ+. Mais là, maintenant, ils sont pro-Hamas, qui, eux, sont anti-LGBTQ+. J'ai de la misère à suivre un peu toute la patente, mais on souhaite bonne manifestation à ces gens-là. Comment tu as réagi avec tout ce qui s'est passé depuis une semaine? Il y a beaucoup d'hyperboles. La Troisième Guerre mondiale, les affaires. L'Ukraine aussi, c'était la Troisième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. On a une Troisième Guerre mondiale à chaque mois. Là. Non. Ben, ça, ce bout-là, il est gossant. Là. En fait, ça montre un peu le manque de culture de bien des gens. Honnêtement, tu me demandes comment j'ai trouvé la semaine. J'ai trouvé poche un peu, dans le sens que faire du média dans ce contexte-là... C'est plate à mourir. C'est pas super agréable. En même temps, c'est probablement une semaine où est-ce que tu lis le plus de trucs que tu n'es pas habitué de lire. Si tu comme personne, comme humain, là, si tu as une réelle curiosité et tu veux réellement apprendre des choses, dans ces semaines-là, tu es obligé de dire que tu apprends beaucoup de choses. Fait que tu sais, tu finis comme la semaine un peu mi-figue, mi-raisin, dans le sens que tu as un exercice intellectuel qui est le fun à faire, tu as des discussions qui te remettent beaucoup de choses en question, il y a des gens qui t'amènent des arguments que tu n'avais pas pensé. Fait que d'un point de vue intellectuel, c'est stimulant. Par contre, le point de vue activiste militant, il est sacrément chiant. Là. Je veux dire, s'il fallait qu'on analyse ce qu'on fait en fonction des commentaires qu'on reçoit, on reçoit beaucoup de shit présentement. Puis c'est beaucoup du stock de gens qui n'écoutent pas d'habitude. Là. Il y a vraiment des militants qui se promènent sur les réseaux sociaux qu'on n'a jamais vus. Je suis un fidèle auditeur, blablabla. Ah, oui, shit, man, on t'a je t'ai toujours appuyé, mais là, je ne comprends pas ton point de vue. Je sais même pas t'es qui, t'as jamais écouté, t'es pas abonné, ta gueule. Mais il y a aussi... il y a aussi beaucoup d'incompréhension de la population générale sur ce qui se passe parce que c'est pas des choses auxquelles on est confronté tous les jours, c'est pas des choses auxquelles on connaît tant que ça non plus. Fait qu'on joue un rôle assez important parce que les gens recherchent justement de l'information puis ils veulent avoir de quoi de... Mais à la base, c'est la première question que je te pose. On fait le gars là, qui fait des Vox Populi, le Nantel. On fait du Nantel, on s'en va avec un téléphone puis un autre ami qui nous filme. Puis on pogne 50 personnes au hasard dans la rue à l'entrée d'un centre d'achat. Je vais éliminer les personnes âgées, là, les personnes boomers et plus, parce que je sais qu'ils sont branchés sur la TV à longueur de journée, puis eux autres le savent. Mais mettons dans le 60 ans et moins, OK? Combien tu penses sur 50 qui sont au courant de ce qui se passe? Parce que je l'ai lu une couple de fois, là, puis il y en a d'autres qui me l'ont dit. J'ai lu quelqu'un qui a dit « À mon travail, très peu de gens sont au courant de ce qui se passe. » D'autres, là, j'en ai parlé, j'ai vu un tweet, j'ai dit ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe là-bas. Puis d'autres m'ont écrit, ils disaient non, à la job, j'ai soulevé le point, puis le monde était là, de quoi tu parles. Donc, non, exactement. Ça, c'est spécial. Là. On vient de voir des enfants qui ont la tête coupée, OK, tirés dans un feu, qu'on a de la misère à s'identifier, que là, finalement, c'est confirmé que c'était effectivement les bébés, les images qui ont circulé depuis à peu près 36 heures. Donc, c'est confirmé par, j'ai vu ça dans le Jérusalem Post de ce matin. Puis ça semble pas trop déranger le confort de certaines personnes. Quoique c'est peut-être le monde dans lequel on est où on est capable c'est ça, on est capable d'éviter un paquet de choses. Tu sais, on est capable de vivre dans un monde parallèle pour vrai maintenant. Oui, c'est ça, parce qu'on les reçoit, hein, les commentaires aussi des gens. Hey, arrêtez de parler de ça, vous êtes donc bien lourd, blablabla. En même temps, tu regardes les stats, puis tu dis non, les stats sont définitivement en hausse. Fait que c'est pas vrai que ça intéresse pas le monde. Ça intéresse le monde. Oui. Mais les gens qui sont intéressés par ça sont un peu geeks au niveau politique ou de politique internationale, géopolitique. Ça vient qu'ils sont l'eau de militants des deux côtés. Parce que toute bonne guerre a une propagande à l'intérieur. J'ai jamais vu une guerre qui avait aucune propagande. Fait que tu es vraiment dans un monde où est-ce que le niveau d'émotion, si on veut, est vraiment dans le plafond présentement. Et tu as la population générale qui ignore totalement ce qui se passe ou encore va s'abreuver juste d'un peu ce qui se passe dans les médias traditionnels. Puis à ce moment-là, tu te dis c'est tellement incomplet.
Puis tu vas avoir une partie de la population qui essaie de s'intéresser, puis qui essaie de comprendre. Puis eux, c'est à eux, c'est à eux autres qu'on veut parler vraiment. Tu sais, moi, il y a plusieurs choses que je pensais au début du conflit qui ont changé un peu dans ma tête. C'est quand même intéressant. Il y a une position mitoyenne qui est utilisée par beaucoup de gens. C'est une position qui est défensive parce que justement, on veut pas prendre position. Tu dis, la position de paix, si on veut. Et là, tu te dis, on souhaite la paix, on souhaite pas qu'il y ait de conflit, il devrait pas avoir de guerre, il devrait pas avoir de mort civile. Il devrait, tu sais, c'est un peu ce que Patrick Lagacé essaie de faire avec le colonel israélien. Il essaie de lui dire, ben là, on est d'accord avec votre droit de vous défendre, mais comment vous allez réussir à vous défendre sans tuer de civils de l'autre côté? Tu sais, il y a cette portion lunette rose-là qui fait très occidentale, dans le sens que tu dis, on est rendu réellement confortable de notre côté de la frontière pour avoir des mentalités comme ça. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on remette les choses en perspective. Le Hamas et l'autorité gouvernementale, entre guillemets, qui s'occupe de ce territoire-là, qui est très autonome, ils utilisent l'aide internationale à des fins stratégiques militaires. Ça a été confirmé par un haut dirigeant. Là. Exactement. Ils ont une population c'est vrai qu'elle est démunie, c'est vrai qu'elle est enclavée, c'est vrai qu'elle est radicalisée aussi, en partie. Donc, c'est facile de recruter. Je veux dire, quand tu as des jeunes de 25 ans et moins qui ont un taux de chômage dans les 25-30 %, recruter pour du radicalisme, ça devient facile. Oui, c'est très facile. Fait que tu as cette situation-là. Tu sais, les gens qui sont un peu au pays des licornes, ils disent, ben là, Israël a juste enlevé les frontières. C'est intenable comme position. Si tu enlèves le mur demain matin, tout le monde est free to go. Ça va être un carnage dans Israël. Tout le monde comprend ça. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a plein de gens qui adoptent des positions qui sont complètement absurdes. Tu sais, est-ce que tu me demandes, est-ce que tu es pour la guerre? Ben non, je ne suis pas pour la guerre. Par contre, il y a un acte de guerre qui a été commis. La journée que le Hamas, premièrement, tu sais que tu gouvernes le territoire, puis tu es dans une position où est-ce que ton ennemi contrôle ton eau, ton électricité, ta nourriture. Autrement dit, il contrôle tout ce que ta population locale a besoin. Et tu commets un acte terroriste. Tu ne commets pas un acte sur une base militaire ou une action militaire contre le gouvernement adverse. Tu commets un acte terroriste qui va choquer la population locale, qui va amener les gens à demander vengeance, carrément. C'est le but d'un acte terroriste souvent. Ben, ce que le Hamas a fait, c'est qu'il a sacrifié directement sa population. Oui. Il savait qu'il allait avoir réplique. En fait, la réplique est même souhaitée de leur côté. Puis c'est un peu fou de penser comme ça parce que tu dis le gouvernement, ben pas le gouvernement, mais le contrôle. Mais est-ce qu'Israël tombe dans le piège en faisant ça? Parce que si, je pense que c'est Nathalie Grebly qui le marquait, là, si justement ils font ça, c'est exactement le but recherché du Hamas et de l'Iran probablement. C'est définitivement le but recherché du Hamas. Est-ce qu'il tombe dans le piège? Probablement. Mais tu sais, en même temps, on parle de 1200 morts et plus maintenant. On va être rendu à 2000 tantôt. Là. Tu fais la règle de 3 avec le nombre de personnes qui sont disparues, puis tu sais que tu ne retrouveras pas. Donc, on va défoncer le 2000, puis on va approcher le 3000 tantôt. Effectivement. C'est des chiffres du World Trade Center. Là, exact. Non. Écoute, c'est parce que moi, mon parti pris, il existe depuis toujours. Là. Je veux dire, je n'ai pas pris ça là. Je veux dire, je n'ai pas choisi il y a une semaine pour qui je prenais. Moi, je prends pour je vois une place. Puis si les gens sont libres, si les gens sont focusés à améliorer le sort de la population, puis qu'il y a des droits fondamentaux qui sont là, moi je choisis toujours ces places-là, même si elles ne sont pas parfaites. Là. Moi, je serai toujours... c'est pas parfait, Israël. Là. Pas parfait, Israël, mais c'est dans ce coin du monde... Il y a juste nous autres qui est parfait. Oui, c'est ça. Il y a, dans ce coin du monde, c'est les plus parfaits de la gang. Là. Je peux te le dire. En tout cas, selon nos valeurs à nous, c'est les plus parfaits de la gang. Ben, c'est une démocratie libérale, prospère, où est-ce que les Arabes sont libres de vivre. Oui. Il y a 20 % de la population d'Israël qui est arabe. Exact. Puis, à un moment donné, c'est la même chose pour les États-Unis d'Amérique. Souvent, les États-Unis sont dans le champ, font des choses qui sont répréhensibles. Mais je serai toujours un Yankee. Puis je serai toujours derrière l'Europe. Puis je serai toujours derrière, même ce que le Japon a fait il y a 75 ans. Mais Jeff, ce qui est spécial un peu, c'est quand on nous a présenté la guerre en Ukraine, on nous a dit que c'était la bataille entre la démocratie ukrainienne et l'autocratie russe. Alors que c'est deux autocraties.
Ben, c'est pas tout à fait le bon terme, c'est anocratie le bon terme, OK. si on veut vraiment être exact. Là. Parce qu'ils sont pas entièrement autocrates, il y a quand même des élections, mais vous comprenez que Ouais, c'est mais ils frais ont tassé, galos, là. là. Ils viennent des tasser pour on sait pas quand est-ce. Mais c'est ça, c'est deux endroits. Puis le pire, c'est qu'il y a des recherches. Quand tu fouilles en 2018, par exemple, il y a une firme, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Là. Il y a une firme qui fait une recherche sur justement les démocraties russes et ukrainiennes, puis les mettre à peu près sur un pied d'égalité en termes de classement, si on veut. En termes de liberté démocratique, là, il y a d'autres classements qui vont mettre l'Ukraine comme au 90e rang, puis les Russes au 144e rang. Tu sais, c'est des comparables assez proches Oui. en termes de peu de liberté démocratique, des indices de collusion, de corruption très élevés dans les deux cas. Mais cette guerre-là nous est présentée comme la démocratie versus l'autocratie, Oui. alors que c'est très discutable. Les bons contre les méchants. Les bons, ils sont comme nous autres. Les méchants, ben, c'est les méchants. Donc, mais... C'est comme si ce paradigme-là n'existe plus en Israël. Israël est réellement une vraie démocratie. Encore, tu vois tout le monde brailler au Québec présentement. Ah ouais, on veut la proportionnelle mixte, blablabla. Si vous voulez une vraie proportionnelle, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont ça, mais Israël en a une. Là. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, honnêtement, parce que je trouve que ça crée le bordel, ça laisse trop de place à des partis extrémistes. C'est le défaut des démocraties proportionnelles. Mais tu as plein de gens au Québec qui aimeraient ça avoir un aspect proportionnel dans nos élections. C'est exactement ça qu'ils ont en Israël de leur côté. Oui. Mais, tu sais, quand je regarde ça, là, je veux dire, enlevons nos partis pris, puis essayons d'être le plus logique possible dans tout ce qui se passe. Tu sais, j'en ai eu des commentaires, j'en ai eu des affaires, puis... Mais tu sais, le terrorisme, pour moi, je suis incapable de... C'est un automatisme. Je ne gère pas ça. J'ai aucun pouvoir sur moi-même. Puis Jeff, s'il n'y a pas de réplique au terrorisme, qu'est-ce qui arrive le lendemain? Ben, ça continue. Ben, moi, je ne vois pas la possibilité de dire, OK, si on réplique, on tombe dans leur panneau. Donc, on ne répliquera pas, on va tendre l'autre joue à ce moment-là. Ben voilà, ça va juste poursuivre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires qu'on lit rempli de lunettes roses. C'est vraiment le pays des licornes à tour de bras. Parce que la position de dire, OK, Israël a le droit de se défendre. Israël doit se défendre également, doit répliquer, parce que sinon, il ouvre la porte à d'autres actions terroristes dans le futur. Ça implique d'enlever le Hamas, par exemple, du pouvoir dans la bande de Gaza. Si tu t'en vas là, tu es du côté du conflit armé. Si tu es du côté du conflit armé, tu sais qu'il y a de la propagande. Tu sais qu'il va y avoir des morts civiles. Cette position-là, si tu veux aller là, moi je suis dans cette position-là personnellement. C'est pas une position qui est le fun parce que tu sais qu'il y a des morts civiles. Parce que dans le fond, nous, on est, tu sais, de part de nos... Je voudrais pas la guerre. C'est ça. Je parle pour moi, mais je pense que tu es à la même place. Puis je pense que beaucoup de pirates, puis des gens, puis beaucoup de pirates qui sont des gens qui vous écoutent aussi, toi, puis Frank. Je pense qu'on est à la même place là-dessus. Malheureusement, à un moment donné, on doit choisir un camp, puis en choisissant un camp, ça nous amène vers une guerre, mais je pense qu'à la base, on est anti-guerre. Ben oui. Idéalement, il n'y en aurait pas de guerre. Mais le monde idéal en Israël, c'est pas ça, là. Mais non. C'est un petit pays démocratique entouré d'autocraties qui veulent son anéantissement. Oui. Des pays que, sans le support des États-Unis des années 40, 50, 60, auraient été envahis par les pays musulmans autour. Parce que ça a été tenté. C'est pas la première fois qu'ils se chamaillent, là. Vous êtes tous conscients de ça. Fait que mais si tu... ce que je veux finir, c'est qu'il y a très peu de gens suffisamment courageux pour dire réellement ce qu'ils pensent. Oui. Moi, je vais te dire ce que je pense. Je vais te dire carrément, si tu redonnes les frontières de la Palestine, dans le sens que tu retournes au territoire là, des années... un peu avant que les Britanniques prennent la place, là. OK, tu leur donnes. Exactement, tu leur donnes la place. Il va en avoir un massacre. Ben oui. Pareil, il va en avoir un pareil, là. Parce que le massacre, c'est que tous les Juifs sur la terre de Palestine vont se faire trancher à la gorge. Donc, c'est ça l'histoire. Tu sais, à un moment donné, si tu rouvres la porte, la personne qui rentre te tranche la gorge. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il y a une porte, elle est fermée, c'est tout.
Oui. Elle est fermée. Sinon, si on laisse la laisse ouverte, c'est fini. C'est ça. Une partie de ce que tu viens de dire, le pire de Jerry, il y a quelque chose qu'il faut débunker là-dedans. On nous présente souvent les cartes comme de quoi que le territoire palestinien appartenait à la Palestine ou tout ça appartenait aux Palestiniens. La réalité, c'est que c'est des territoires qui ont toujours été contrôlés par quelqu'un d'autre. Avant l'Empire britannique, c'était l'Empire ottoman. Exactement. Ça venait de la Turquie, là, tu sais. Les Britanniques ont pris à place quand ils ont gagné la guerre en Palestine en 1917. Puis, c'est ça, ils ont gagné une guerre. Là, c'est réellement les premières fois que les territoires palestiniens ou une partie des territoires palestiniens ont été gouvernés par des Palestiniens, c'est quand Israël les a laissés s'autogouverner dans la bande de Gaza, puis dans la West Bank, puis en Cisjordanie. Exactement. C'est la première fois qu'ils s'autogouvernaient eux-mêmes. Quand tu regardes ce qui se passe un peu plus à l'est, la West Bank ou en Cisjordanie, tu es dans une position où est-ce qu'ils ont beaucoup moins de problèmes avec eux autres. Le bug qu'il y a avec Gaza, c'est qu'en 2006, le Hamas est rentré là. Le Hamas a contrôlé la place en gagnant une élection. Et depuis 2006, il n'y a pas eu d'élection, by the way. Ah oui, et le Hamas est une organisation terroriste. Le Hamas n'est pas dans l'autre partie de la Palestine. Présentement, Israël n'est pas en guerre contre la Palestine. Parce que la Palestine, c'est séparé en deux. Tu as deux gros morceaux. Il y en a un qui ça va relativement bien, puis il y en a un qui ça va crissement mal. Mais à un moment donné, c'est pour ça que tout le monde est dans une position, puis tu te rends compte, c'est quoi le problème présentement entre la Palestine et Israël? Le problème est évident, c'est le Hamas. C'est réellement le Hamas. Fait que tu es dans une position, tu te dis, un jour, il va falloir les enlever de là parce que l'armement rentre à tour de bras par des tunnels. Les pays comme l'Iran financent le Hamas. Imaginez-vous un instant, là, excuse-moi, je te coupe la parole. Imaginez-vous un instant là, que tu envoies des millions de dollars, des millions et des millions de dollars et de l'équipement pour qu'ils puissent arranger un réseau d'aqueducs à Gaza. OK? Le stock arrive, là, les tuyaux, les ci, les ça, le cash, pour installer un système d'aqueduc. À quoi a servi les tuyaux? Des tunnels. À faire des bombes. Ils ont coupé les tuyaux en morceaux. Ils ont fait des roquettes avec des bouts de tuyaux. Ouais. Vidéo à l'appui. Là. Non, c'est des terroristes, comme tu l'as dit tantôt, c'est des terroristes purs. Eux autres, là, que le monde manque d'eau dans la banque de Gaza, ils n'ont rien à foutre du système d'eau. Ils en ont rien à foutre. Ça fait 18 ans qu'ils gouvernent la place. Et encore en 2023, ils sont dépendants d'Israël pour de l'eau potable. Moi c'est le bout. Regarde, puis je sais qu'on aurait pu jaser de ça bien avant ça. Puis, mais quand il arrive ces affaires-là, on en jase là. J'en ai parlé, je ne sais pas avec qui cette semaine, là, mais moi, je me rappelle, il y a quelques années, je pense que c'est dans le National Post que j'ai vu ça, puis ça m'a marqué pareil. Parce que, tu sais, il y a une culture ici très pro-palestinienne. On n'est pas au Yémen, mais des fois... Ça vient des universités beaucoup. Là. Oui, puis aussi, je pense qu'on se sent maltraité de la part de gens qui veulent nous éliminer. Tu sais, on a comme fait un parallèle un peu douteux avec la Palestine puis Israël. Là. Mais... Puis j'essaie de. Puis des fois, il y a des points en commun. Je veux dire, nous, comme société, on est là, puis on se sent victime du Canada, puis on se sent victime des Anglais, puis on se sent victime de toute la patente. Puis on devrait avoir la liberté de devenir souverain, puis de se séparer pour avoir le plein contrôle, alors qu'on a le plein contrôle. Mais le parallèle que je veux faire avec la bande de Gaza, ou même les Palestiniens en général, c'est que, justement, avec l'exemple que tu donnes, Jerry, et puis il y en a des tonnes d'exemples de même, là, d'argent, d'aide humanitaire qui a été détourné. Incroyable. Puis il y en a beaucoup. Puis, tu sais, dans les échanges de territoire, à un moment donné, c'est ce que j'avais lu, ça m'avait viré de bord, tu sais. Puis tu vois, c'est quoi leur choix, tu sais. Oui, on peut accuser les Israéliens d'un paquet de choses, mais à un moment donné, la Palestine va devoir défocusser de sa haine envers les voisins qu'ils ont, puis qui vont devoir s'occuper d'eux-mêmes. L'exemple que j'avais dans cet article-là, ça fait peut-être une dizaine d'années de ça, mais il y avait dans les échanges de territoire, il y avait donné, donc, il y avait je ne sais pas combien de kilomètres carrés, là, mais c'était les images des airs c'était quand même immense. Et tu avais
Parce que c'est une terre de roche, là. Donc, d'irriguer ça, de faire pousser des choses, c'est tough. Mais Israël réussit, là. Israël, à travers ce désert-là, réussit à faire des choses spectaculaires parce qu'ils sont des gens bien organisés, très intelligents. Donc, ils échangent les territoires. Et là, 4 ans plus tard, le territoire donné, il n'y a plus aucune verdure, c'est de la roche. Alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Pour moi, c'est petit, c'est symbolique. C'est symbolique ce que je vous raconte là. Mais pour moi, ça l'a comme résumé un peu nous autres, des fois, dans comment on se plaint par rapport au système dans lequel on est, qu'on se sent toujours victime des autres, puis alors qu'on a tout le plein potentiel de faire ce qu'on veut. Souvent, je trouve que les victimes jouent à la victime tout le temps, puis ils sont pas en train de focusser ses bonnes affaires, puis c'est sûr que si tu veux te rendre malheureux, puis dépendant, puis « Ah, ben ils sont pas fins avec moi », ça peut durer pour le reste de l'éternité, là. C'est ça qui est triste. Mais ils semblent pas vouloir. C'est qu'il y a un aspect anticapitaliste à tout ça, parce que... Ben oui, c'est sûr. C'est indéniable, je pense, que si Israël voulait exterminer tout le monde à Gaza, ça se ferait en 30 minutes. Mm-hmm. Tout le monde comprend que le genre de puissance militaire qu'ils ont... Un parking, pas de char. Ah non, l'adversaire qu'ils ont avant d'eux, militairement, il n'est pas du même calibre. Fait que ça serait réglé depuis longtemps. La seule raison pourquoi ça n'arrive pas, c'est justement il y a un côté humanitaire à une démocratie libérale qui est très fort, qui les empêche de faire ça. Parce que si tu donnais la même qualité d'armement aux gens dans Gaza, et il n'y a plus d'Israël. Tu inverses les rôles. C'est réglé. C'est 2 heures, c'est réglé. Là. C'est réglé. Juste ce que tu viens de dire là, c'est plate de choisir un camp dans un conflit, mais ça confirme le choix que je fais, là. C'est carrément ça, là. Puis... C'est une guerre de propagande, vous allez dire, puis c'est une guerre d'image internationale qui se passe, puis c'est vrai parce que Israël, probablement que présentement, leur plus grand souhait, c'est de débarquer le Hamas de là. Je pense que ça devrait être le souhait des Palestiniens également, parce que, comme je te dis, de l'autre côté de la Palestine, où le Hamas n'est pas, ils n'ont pas ces problèmes-là. C'est pas du tout la même game. Puis c'est beaucoup plus facile d'être dans le camp palestinien quand tu n'as pas le Hamas. De dire, OK, attends un peu, là, ces gens-là ont le droit de vivre, ils ont le droit d'essayer de se développer, ils ont le droit de contrôler leur territoire. On peut tout avoir cette discussion-là dans un contexte que c'est pas une organisation terroriste qui gère la place. C'est ça. Fait que, tu sais, là, le grand défi d'Israël, c'est comment ils font pour débarquer le Hamas de là avec le moins de pertes civiles possible. Parce qu'il nuit à Israël, c'est les pertes civiles. Parce que c'est ça qui va faire perdre l'appui de la communauté internationale, éventuellement. C'est ça qui va rendre le Canada, les États-Unis mal à l'aise avec la situation. C'est les pertes civiles qu'il va avoir du côté de Gaza. Fait que c'est extrêmement délicat, toute cette affaire-là. C'est le puzzle qu'ils ont en avant d'eux. Ils peuvent pas répliquer. Puis s'ils répliquent, s'ils prennent la peine de rentrer, ils paient un coût c'est sûr que important. Il y a des gens qui trouvent ça dégueulasse en ce moment. Puis les journalistes, on sait, depuis une semaine, ils se retiennent, ils ont hâte. Puis ça commence à s'effriter, cette affaire-là. Mais il y en a plusieurs que la minute qu'ils vont voir des images, parce que ça, ils ont toujours été bons là-dedans, là, puis c'est des deux clans, tu vas me dire, mais je veux dire, le peuple victime a toujours trouvé un moyen. Rappelez-vous les vidéos qu'on a déjà vues, là, où on nous disait qu'il y avait plein de morts, puis que finalement, on avait un bout de vidéo plus tard pour nous montrer que les gens morts se levaient de bout à un moment donné. Mais dans la propagande, il y en a beaucoup des deux bords, mais je pense que, en tout cas, de ce que le passé nous montre que la Palestine, pour jouer aux victimes, ils sont extraordinaires. Donc, la minute qu'il va y avoir des décès, je sais qu'il y en a déjà eu, mais la minute qu'il y en a des décès, puis qu'on va pouvoir les promener sur les réseaux sociaux, puis que ça se ramasse dans les nouvelles, c'est sûr qu'Israël ne fera pas un beau tour. Là, parce que cette forme d'antisémitisme, il y en a au Québec énormément, mais il y en a partout, ça boule. Là. Donc, eux autres, ils sont comme... C'est comme la démocratie méchante. C'est comme... C'est les au Québec, je dis un peu. Au Québec, il y en a beaucoup. Là. La majorité des Québécois francophones détestent les Juifs. Là. C'est un fait. Écoute, c'est ça. Là. La réalité, c'est spécial. Ça. Puis c'est vraiment spécial de dire des affaires de même, mais ce côté-là ressort. Puis comme je te dis, il y a un fond religieux par rapport à ça, parce que, tu sais, il va y avoir des Québécois athées qui vont dire, ben là, ils se battent pour la religion. Vous voyez comment c'est cave, la religion. OK, fair enough, mais bon, ça ne les empêchera pas de se battre d'un côté comme de l'autre là-bas. Là. Fait que, tu sais, regarde, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Là. L'histoire de religion, quand la religion s'en va, là, la religion traditionnelle s'en va, elle est remplacée par d'autres religions. Oh. OK? Si vous pensez que le wokisme
Puis toute l'histoire des changements climatiques, c'est arrivé parce que c'est une histoire du temps. Ben non, c'est parce qu'il y a un vide dans les sociétés dans lesquelles on est, dans la société moderne. Il y a un vide religieux et on déteste le vide. Donc, le vide, il se remplit. Là. Donc, la religion, là, il y a plein de petites religions qui se sont formées dans les 10-15 dernières années. Là. Mettons que tu arrives et tu dis, ignorons tous les Québécois, par exemple, qui, un peu comme tu dis, étaient aux fraises, sont pas au courant de ce qui se passe, ils écoutent Week-end Radio et sont bien contents. Il y a une gang de personnes qui sont même pas au courant de ce qui se passe. Parfait, on les tasse. Les gens maintenant qui sont confrontés à ce discours-là... c'est spécial pareil ce que tu dis là. Hein? Ah, je sais. Parce que, me dire pourquoi c'est spécial. Parce que quand ils perdent leurs droits... Ah, là, ils sont pas contents. Ah, là, ils se réveillent. Là, ils sont prêts. Là, sont prêts. Et... Là, parce qu'avant, tu leur as demandé, tu sais, hey, telle affaire, oh, m'intéresse pas ça. Là, finalement, on leur demande telle affaire, de telle chose, là. Oh, Chris, c'est pas vrai que je vais mettre mon masque, c'est pas vrai que je vais me coucher à 8 heures à la maison, pas capable de sortir. Là, finalement, ils réagissent. Mais là, ils sont retournés faire dodo. Là. Mais là, il y en a plusieurs sont retournés faire des gros dodos. Puis là, encore une fois, tu essaies de dire, hey, ce qui se passe, ça risque d'avoir des répercussions. Oh, je ne m'intéresse pas. Dans la pandémie, combien de fois je t'ai dit, Jeff, qu'à un moment donné, la CAQ faisait une grosse erreur de réveiller l'ours? Oui. Laisse-les dormir. Oui. Laisse dormir l'ours, c'est ça. Laisse dormir l'ours, c'était à peine à ce temps-là. Fait que là, tu te ramasses avec les gens qui sont prêts à s'intéresser au conflit, peut-être à se prononcer. Il n'y a pas une tonne d'options possibles sur l'opinion que tu peux avoir. La grande majorité de ces gens-là vont prendre la position ultra-mitoyenne, ultra-nuancée, qui t'amène à cautionner des affaires un peu louches sans t'en rendre compte. Mais la position mitoyenne ultra nuancée, trop nuancée en réalité, c'est de dire « Ah, moi, je suis contre la guerre, il ne devrait pas avoir de mort civile, on devrait négocier, on devrait s'asseoir, ainsi de suite. » Parfait, mais c'est parce que la journée que tu t'assois ou tu fais asseoir Israël et le Hamas, première question à répondre, c'est la suivante. Reconnaissez-vous le droit à Israël d'exister? En décollant, la négociation est finie. Parce que les Hamas vont dire non. Voilà. C'est ça. T'es dans cette position-là. Fait que cette position-là est intenable. Et c'est la position que la majorité des Québécois vont vouloir être parce qu'ils sont capables de s'asseoir entre deux chaises avec cette position-là. Après ça, tu vas avoir la position pro-Palestine. On ne dira pas pro-Hamas parce qu'ils ne vont pas jusque-là, mais c'est ça en réalité. Ils disent que les attentats, il faut les comprendre. Il faut les expliquer. Québec solidaire, NPD, syndicats, etc. Patrick Derry un peu, toute cette gang-là. On est dans une position où est-ce que... Ah, mais il faut comprendre, il faut expliquer tout ça. Man, t'es en train de cautionner un acte terroriste quand tu fais des affaires de même. Ça me fait capoter raide. Là. Ça, tu sais, je veux dire... Ça me fait capoter raide. Ce qui me fait capoter, c'est que tu vois cette position-là à tour de bras. Tu sais, t'as Jean-François Lépine qui s'en va dire « Ah, c'est des combattants courageux. » Hey. T'as le gars de CBC qui dit « Non, dites pas que c'est des terroristes. » Cette position-là est foncièrement dégueulasse dans ma tête. C'est celle que je dénonce le plus. Puis, elle passe free dans nos médias. Complètement. Puis nous autres, on complètement, arrive... mais pas le gars avec le chapeau de poêle, le café Tim Hortons dans un spa en plein milieu d'Ottawa en train d'avoir du plaisir pour Lui, on gèle son compte. Lui, on gèle son compte, lui, on l'écœure, puis on regarde. Mais le reste, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont entre les deux, là, puis qui veulent essayer de sauver la chèvre et le chou, c'est un comportement humain défensif normal. Oui, ça je sais, mais si je mets, il y a une maison de libre à côté d'eux autres. Oui. OK? Ils vivent dans un quartier depuis 30 ans, il y a une maison à vendre. Il arrive 4 gars entre 22 et 25 ans. Oui, c'est ça. C'est pas une famille, monsieur, madame palestinien avec 3 bambinos. On vient d'aviser. Il arrive 4 gars de 25 ans. C'est ça. On vient d'aviser. À maison. Hey, on a besoin d'employés à l'usine. Oui. On va avoir des immigrants qui rentrent. On a une nouvelle usine de batterie. La maison a été vendue. Il paraît que c'est 4 beaux jeunes hommes. 4 beaux jeunes hommes, oui, c'est ça. Les 4 beaux jeunes hommes arrivent en pick-up, s'installent là. Première chose qu'ils font, ils enlèvent les rideaux dans la fenêtre et ils mettent un drapeau du Hezbollah, du Hamas ou peu importe de quoi. Oui. Et bang! Ça va être quoi leur position, aux autres? Chris, ils vont vouloir vendre leur maison. Ils vont vendre leur maison. Donc, la position... oh oui, moi, je suis dans le milieu. Je la prends, là, mais elle n'existe pas vraiment. Là. Non, elle n'existe pas. Elle existe juste dans leur tête parce que c'est une position qui offre à la personne qui la prend un certain confort. Tu deviens une bonne personne parce que tu dis, moi, je ne souhaite pas la guerre, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui meurent. Puis à ce moment-là, tous les gens qui prennent une position contraire à ça,
C'est des gens qui souhaitent la guerre et qui souhaitent que des gens meurent. Fait que si t'es pro-Hamas, entre guillemets déguisé en pro-Palestine, ben t'es dans une position où est-ce que t'as supporté un acte terroriste. Puis si t'arrives, tu t'en vas du côté d'Israël, ben je reconnais le droit d'Israël de se défendre. Parfait, tu reconnais ça. Donc, se défendre implique d'aller enlever le Hamas dans la bande de Gaza. Là. Ils sont rendus là. Ils viennent de se faire tuer 1200 personnes. Un acte terroriste sur leur territoire. Ouais. Est-ce qu'on avait comme attente que les Américains, après le World Trade Center, fassent rien? Non. Est-ce que c'était ça les attentes normales des gens? Ben non, mais même pour ceux qui ont attaqué. Ben non. Ils voulaient Ils savaient ce qui s'en venait. Là? Ben oui, exact. Puis, le comportement, là, on l'a vu dans des villes américaines, là, dans des villes, on a vu New York, on l'a vu à Toronto, on l'a vu à Montréal. Il y a vraiment des... Puis oui, ils se cachent en prenant la position pro-Palestine, mais on sait très bien que ça veut dire qu'ils sont derrière le Hamas, indirectement, parce qu'ils ne le dénoncent pas. On a vu des organisations anti-hate, on a vu des porte-parole. C'est vraiment pro-Palestine, Jeff. Là, tu dirais la première chose que les Palestiniens devraient faire dans la bande de Gaza, c'est crisser la masse dehors. Mais ils le disent pas. Ils le disent jamais. Parce que ils savent que le Hamas, c'est probablement l'organisation la mieux structurée pour éliminer Israël. C'est ça. Et c'est ce qu'ils veulent. Mais ils le disent pas. Mais ils diront pas. Ben, ils diront pas. Le Hamas, ils le disent, eux autres. Le Hamas, il le dit. Ben, peut-être le gars d'Air Canada le dit. Là. Oui, les Iraniens le disent. Là. Le Hamas, c'est pas Yasser Arafat. Là. Non, c'est ça. C'est pas Yasser Arafat. Non. T'sais, pourquoi on connaît tout Yasser Arafat? C'est parce que il a été avec Clinton, il était en avant du premier ministre israélien, il négociait quelque chose qui a failli marcher, mais il y avait une négociation de bonne foi. Israël était prêt à faire des concessions. Ça a été refusé par les extrémistes en Palestine. La différence entre l'époque de Yasser Arafat et l'époque d'aujourd'hui, c'est que les extrémistes ont le contrôle d'une place. Exact. Tu peux rien faire avec ça, là. C'est tant qu'il y a des extrémistes qui mènent la patente, tu peux rien faire avec ça. Là. Rien. Mais l'affaire, c'est que, comme je vous dis, tu en as trois positions possibles. Celle des licornes, celle pro-Hamas, puis celle, tu dis, ben je reconnais le droit à Israël de se défendre. C'est malaisant, cette position-là, parce que faut être assez courageux pour la prendre dans le sens que tu sais ce qui va arriver. Oui. Tu sais qu'Israël va en faire de la propagande. Tu sais qu'Israël va tuer des civils dans la bande de Gaza. Puis tu sais que la technologie dans la bande de Gaza, c'est tellement médiéval qu'il va avoir un death toll plus élevé dans la bande de Gaza que ce qu'Israël a eu de son côté, au niveau civil. Tu sais tout ça. Et tough à prendre en esti à position. Mais hein? Puis quand tu la prends, le malaise, il est là. Il est réel. C'est pour ça que quand je te dis, j'ai pas eu de fun cette semaine, c'est à cause de ça. Moi, en toute logique, dans ma tête, Israël doit se défendre dans cette situation-là. Mais je suis conscient de tout l'aspect humanitaire qui est vraiment chiant qui vient avec ça. Ouais, sauf que, pour faire une image peut-être un peu simple, là, je suis israélien, je suis dans ma maison, il rentre des gars de 22, 23 ans crinqués, bang, 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 je réussis à me cacher, ils ont tué ma femme, mes 3 enfants. Mon nom, c'est plus Jeff, mon nom, c'est Rambo. John Rambo. Donc, tu sais, à un moment donné, je veux dire... C'est l'état d'esprit présentement en Israël, c'est ça. Ben, même tous ceux qui ont l'autre position, je le dis ça, là, je dis, ils rentrent 3-4 gars avec un drapeau symbolique d'une place qui est en mission pour t'éliminer. Ils ont éliminé ta femme, tes 3 enfants, tu as réussi par chance à survivre. Tu fais quoi? Est-ce que tu as la même position? Là. Ben non, tu n'as pas la même position, je vois le vert. On appelle ça de l'empathie. Mets-toi des mocassins de l'Indien. Vous avez 4 choix, hein? Week-end radio, une position mollassonne, irréaliste, être pro-Hamas ou être pro-Israël. Faites votre choix. Mais si votre choix, c'est d'écouter Week-end radio, la position Week-end radio, c'est quoi ton... Va t'avouer quelque chose, j'ai jamais écouté Week-end radio de ma vie. Moi, j'ai été forcé de le faire chez mon hygiéniste dentaire. Et c'est boire. Ça a marqué mon esprit terrible, mon homme. Je suis un gars chanceux, j'ai jamais écouté une seule seconde, donc je suis pas pire. Essaie de pogner ça cette semaine. Là.
Puis tu vas prendre la position Week-end Radio, toi aussi, la semaine prochaine. Moi, me connaissant, tu penses, d'après toi, penses-tu que je vais tomber là-dedans? Non. Je pense pas. Hey, thank you, Yann. Bon week-end. Puis, salutations, mon ami, votre conseiller.net, notre chum Yann, qui est disponible en podcast également sur toutes les plateformes avec Frank.